Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va aller faire la routine habituelle et on va faire un petit sujet. On va parler en tout cas un petit peu plus en profondeur de MicroStrategy, donc la firme de Michael Saylor qui achète du Bitcoin à l'appel. Allez, intro. Alors, Bitcoin en 4 heures. Les niveaux qu'on avait mis hier ont plutôt bien fonctionné. On n'est pas allé jusqu'à ce 5 minutes là, mais on a très bien rebondi sur le 15 minutes qui est ici légèrement au-dessus. Et pour l'instant, on tient ce 1 heure là. Personnellement, j'avais préparé une entrée sur le niveau du dessous. Pour le moment, ça n'a pas touché, c'est pas grave, on a un rebond. On va voir ici, encore une fois, si le prix se remet littéralement au quoi, faute de quoi, du coup, on n'aura pas cette entrée. Mais ceux qui ont tenté le 15 minutes qui était au-dessus, eh bien, sont probablement déjà gagnants sur leur trade. On a perdu le niveau 4 heures qui est ici, d'accord. Pour le coup, il a été transpercé. Vous voyez que là, je suis en 4 heures. Donc forcément, on a perdu le niveau 1 heure qui est juste là. On reviendra un petit peu plus sur la structure, mais globalement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, en 1 heure, ce niveau a magnifiquement tenu. Et en 15 minutes, celui-ci également a magnifiquement tenu, vous le voyez. On a légèrement dévié dessous, on a fait une ouverture clôture au-dessous, mais globalement, même une entrée à l'aveugle ici aurait été très largement profitable. Je rappelle que l'idée là-dedans, était éventuellement de respecter quand même, si on rentrait sur ce niveau 15 minutes, la tendance en 4 heures qui est baissière. Donc à ce stade, théoriquement, vous devriez dérisquer ce trade et prendre profit dessus. Quand je regarde ici le 15 minutes, éventuellement, on va dire les plus téméraires, ceux qui vraiment veulent jouer, ne veulent pas jouer le runner hein, ici, mais veulent jouer simplement le momentum du moment, bah, ils vont jouer ça tout simplement, c'est-à-dire à chaque fois qu'on fait un plus haut, pour vraiment, encore une fois, rentrer sur ce genre de trade intraday, bah, dès qu'on perdra ici le momentum, on se gare sous la structure. À chaque fois qu'on fait une petite correction, on se gare dessous. Et puis, vous serez sorti, mais vous aurez eu un très joli trade, puisque 90, 810 à 93, théoriquement, sur un 15 minutes comme ça, vous pouvez rentrer quelque chose comme un levier 30, levier 50, sans trop de problème. Donc voilà, en tout cas, c'était propre de ce côté-là. Dommage qu'on n'ait pas fait la belle capitulation pour aller prendre toute la liquidité. Cela dit, c'était suffisant. Hein. On l'avait mis ce 15 minutes ici en montrant que ça pourrait éventuellement être suffisant. Donc très propre de ce côté-là. Le rebond sur zone est très propre. On va voir si la structure se retourne, c'est-à-dire vient chercher. Pour moi, la résistance actuelle, elle est à peu près sur ces zones-là, d'accord. Donc globalement, allez, 94 260 peut-être légèrement en dessous. Euh, Tout dépend de la time frame que vous jouez, encore une fois. Hein, mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose, ne serait-ce qu'en 15 minutes ici, à peu près sur cette zone-là, 94 605. Et là, actuellement, si on va chercher un peu plus bas dans l'ETF, pardon, petit quelque chose juste en dessous de 94. Mais en tout cas, voilà, l'idée, encore une fois, c'était de respecter la 4 heures sur ce trade, cette entrée éventuelle sur capitulation. Donc, respectez-la, ne jouez pas avec le feu, ne jouez pas la position, entre guillemets. Enfin, en tout cas, c'est mon avis. Voilà, c'est la manière dont je ferais les choses si j'avais eu cette entrée. Personnellement, encore une fois, je m'étais calé un petit peu plus bas sur BitGate. N'hésitez pas à mettre un like sur la vidéo. Donc, j'ai pas eu ce trade. N'hésitez pas à, pour ceux qui ont suivi le call, eh bien, à remercier éventuellement en ouvrant, par exemple, si vous aviez l'intention de le faire, encore une fois, un compte sur Bluffin. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne sont versés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Les deux partenaires du moment sont Bluffin et BitGet. Vous avez les liens en description de la vidéo grâce au code CryptoSignalFR. Ce qu'on peut voir à ce stade, alors c'est pas excessivement propre parce que le momentum était très péchu, mais c'est qu'on a cassé ces deux momentum là, donc il est possible qu'on revienne au 98 706. Pour le moment, voilà, ce qu'on voit en tout cas, c'est qu'on est dans une correction un peu plus symptomatique que ce que j'aurais pensé au départ, c'est-à-dire tout simplement que pour le moment, et encore une fois, je disais tout à l'heure, on respecte la 4 heures. Comprenez bien que la daily, elle est haussière. Concrètement, le creux majeur, il est plutôt ici, c'est-à-dire 87, d'accord. Cette zone-là est censée protéger le creux qui protège la tendance daily, ok. Donc pour le moment, rien n'est perdu en tendance daily, c'est-à-dire que on continue à enchaîner des plus hauts plus bas que des plus hauts plus hauts que les précédents et des plus bas que les précédents également. Si on perd ça, du coup, on aura un vrai retournement de la tendance avec potentiellement, si c'est une prise de liquidité, juste un petit passage sous la structure et c'est là qu'on se ravise et qu'on pump.
Sous-entendu, je viens chercher tous les ordres, enfin toutes les liquidations longues qui pourraient correspondre à des ordres institutionnels. C'est-à-dire qu'au moment où on liquide beaucoup de monde sur une zone, donc on passe sous la structure, et c'est assez fréquent sur Bitcoin, et bien du coup ça permet aux institutions de venir filer énormément d'ordres. Voilà un peu pour le topo du moment. On passe sur Ether BTC. On reviendra sur Bitcoin en fin de vidéo une fois qu'on aura regardé un petit peu tout le reste. Ether BTC, c'est un peu la même chose. Tendance toujours, par contre, pour le coup, baissière en daily. Momentum qui est plutôt propre, qui est ici. Structure de retournement en épaule tête épaule inversée que vous voyez là-dedans. La target se trouve plutôt par là, c'est-à-dire sur le haut de la distribution. Donc là, c'est pareil. Il y a un petit truc à faire éventuellement pour, si on tenait le momentum, venir éventuellement chercher la zone des 0,040. Aucune certitude de ce côté-là, et dès qu'on perd le momentum, pour le coup, c'est un nouveau plus bas pour Ether. Enfin, en tout cas, si on suit ce qui se passe en tendance daily, maintenant, il est possible que la tendance se retourne. Ça reste un très bon spot pour un retournement éventuel sur Ethereum. Ether contre le dollar, et bien pour le coup on a un petit peu enfoncé le momentum là, donc attention, mais il s'est bien repris, il est tout juste passé sous la structure, vous le voyez quand je vous parle de prise de liquidité, et bien on vient chercher là ici justement tous ceux qui soit ont garé leur stop tout simplement sous la structure, soit étaient rentrés longues sur ces points-là, mais n'avaient pas l'argent pour venir défendre, donc ont été potentiellement liquidés sur ce dip. Pour le moment, je vois plutôt une continuation ici dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'on voit comme figure? On voit un élargissement symétrique de sommet. Il n'est pas très symétrique, mais on va considérer que c'est un petit peu comme tel. En général, c'est une figure de continuation, c'est-à-dire qu'on va plus haut. Maintenant, elle n'a pas des très bonnes stats, c'est-à-dire que c'est une figure qui, en gros, nous donne satisfaction un petit peu plus, tout juste qu'une fois sur deux. Mais si on regarde ce qui s'est passé avant, bon, bah, vous voyez ici qu'on a une impulse, on a une correction, on s'attendrait potentiellement à une impulse supplémentaire, puisque la correction ici, on en est sorti dans cette zone-là. Attention à la flat, c'est-à-dire ce genre de choses sur Ether, c'est-à-dire je reviens à la racine, je repasse sous la structure plus importante, on oublie celle-ci pour le coup, et on passe sous la structure ici autour des 3000, et là pour le coup, boum, ça part. C'est vraiment les zones dans lesquelles, sous les 90 pour Bitcoin et sous les 3000 pour Ether, je trouve qu'un trade de position serait intéressant, c'est-à-dire un trade sur lequel on va venir placer une position qui va peut-être potentiellement durer plusieurs semaines, etc. Je trouve que l'entrée est pro dans ces zones-là, sur Ether entre 3000, sous les 3050 et au-dessus des 2007, et sur Bitcoin pour une continuation juste en dessous des 90, entre 85 et 90. Maintenant, il va falloir la défendre, c'est-à-dire ouvrir petit sur le début tout simplement de la position, et puis éventuellement défendre derrière, ou alors faire ça au spot, hein, si vous le voulez, si vous êtes prêt à accuser une perte plus importante, par exemple, que Bitcoin aille sur les 75 ou sur les 65. Voilà un petit peu l'idée. Encore une fois, si vous souhaitez trader en levier, allez voir la vidéo qui est à la fin de... à chaque fois, je la mets à la fin sur le risk management. Le levier n'est qu'un crédit. Le levier, vous pouvez en faire. La seule question, c'est de bien l'utiliser. C'est-à-dire que le levier vous sert globalement à ne pas garder 150 000 $ de stablecoin sur votre exchange. Mais ne venez pas mettre à risque votre capital de trading sur une liquidation potentielle. Considérez ici que vous devez avoir bien sûr un risk management totalement maîtrisé. Ici, c'est plutôt propre également si on arrive à péter au niveau des altcoins. L'altcoin dominance, hein, le others.d, hein, on pourrait l'appeler comme ça. C'est pareil, si ça nous donne une continuation, tant mieux. J'aurai une impulse, une correction, une impulse, une correction, une impulse, une correction. Attention à ne pas revenir sur le momentum initial à 21,5 et personnellement, pour le moment, ça serait plutôt le scénario que je donnerais gagnant, à savoir que, bon, dans ce cadre-là, si on pète et qu'il y a, échec, ça serait plutôt, pour le coup, une flat et revenir sur le momentum initial, plutôt sur les 22. À voir. En tout cas, la structure est plutôt jolie pour les alts et pour le coup, je pense qu'on a bien tenu le 1 heure qui était ici et qu'on avait mis en avant hier, si je ne me trompe pas, 26 novembre, 27, oui c'est ça, c'était au moment de la vidéo. Voilà pour les alts, ça reste plutôt propre également et on s'éloigne du momentum initial, c'est ce qu'on veut voir, on veut casser la distrib, on veut s'éloigner du momentum initial pour avoir une accélération et mettre en place une petite alt season des familles. On va voir les news. Le Brésil qui, n'hésitez pas à venir vous abonner également sur le compte X de la chaîne Crypto Signal FR.
Le Brésil qui commence à réfléchir, en tout cas ça a été introduit au niveau de la Chambre des députés, à une réserve stratégique de Bitcoin également, donc tant mieux. Voilà, des pays qui ici commencent à dire, bah tiens, si on en mettait un petit peu, si on trempait l'orteil, ce serait peut-être pas trop mal. Les officiels qui indiquent, alors ça c'était quand les minutes sont sorties, les minutes de la Fed, et ça a été aussi répété sous forme de discours un peu des officiels de la Fed, qu'ils vont adopter une stratégie de rate cuts, donc de descente des taux qui va être plutôt progressive. Hein. C'est plutôt ce qu'ils nous ont dit dans les minutes qui sont sorties hier. Qu'est-ce que c'est les minutes de la Fed? C'est tout simplement... Vous avez un meeting de la Fed, alors me demandez pas pourquoi ça sort 3 semaines après le meeting, j'ai jamais compris. Mais vous avez un meeting de la Fed et les retranscriptions écrites de ce qui s'est dit pendant ce meeting et tout simplement sort 3 semaines après. Les afflux ETF, Bitcoin moins 122 millions, alors une hémorragie qui se calme, on était à moins 400 hier, 0 sur Ibit, donc ça c'est intéressant aussi également, c'est plutôt les autres qui saignent, et hémorragie qui se calme, c'est ce qu'on peut dire pour le moment, mais quand même des sorties. Et sur Ether, des entrées de 40 millions. Ça, c'est intéressant, la divergence également. Et je le répète, CryptoSignal FR, on est désormais 2034 abonnés. Tous les bénéfices, encore une fois, sont versés. Mais c'est la chirurgie cardiaque. Pas grand-chose sur le Wall Street Journal. On passe. Ripple qui donne 25 millions de dollars à Fairshake pour préparer les élections de 2026. Il s'agit des élections mi-terme. C'est bien, encore une fois. Et Fairshake, c'est plus ou moins, on va dire, un lobby qui permet à la crypto d'avoir la part belle dans tout ce qui se passe dans la politique. Trump, l'équipe de Trump qui regarde pour plutôt shifter la législation crypto totalement autour du CFTC, c'est-à-dire le bureau qui s'occupe des commodities, des matières premières, pour totalement diluer le rôle de la SEC. Donc ça, c'est un rapport. On connaît la jurisprudence du juge Torres, hein, qui avait donné droit à Ripple d'être effectivement une commodity à partir du moment où l'ICO était passé, c'est-à-dire dès que les contrats s'étaient échangés entre guillemets d'occasion, les tokens s'étaient échangés d'occasion, donc on avait considéré que c'était un contrat d'investissement si vous rentriez pré-ICO, et que ensuite, Initial Calling Offering, donc le moment où tout simplement les ventures et tout, etc., prennent des tokens un peu gratos, et puis, gratos, moyennant un investissement en dollars, bien sûr. Et ben là, l'idée serait tout simplement de déléguer tout ça à la CFTC, qui est beaucoup moins difficile en termes de formalité. Les boules Bitcoin qui perdent un petit peu de jus, l'OCN, bon, on va passer là-dessus également. Grosse victoire pour Tornado Cash, alors que le juge dit que l'OFAC a excédé son autorité. Ça, c'est intéressant. Je rappelle que Tornado Cash, on était sur quelqu'un qui a juste écrit du code, et ça, je l'ai déjà expliqué, mais pour moi, c'est important d'avoir des outils pour anonymiser des dons en crypto. Donc, à un moment donné, il y a effectivement, ça sera mal utilisé pour certains. Si on donne des backdoors, je vois aucun problème à le faire. L'Europe qui attend les tarifs pour voir ses nouvelles chances de commerce, entre guillemets. Les traders, on va dire, de commodities, donc de pétrole, voilà, on va dire ça comme ça, qui disent que les risques d'inflation vont augmenter, alors que l'annonce de la hausse des droits de douane avec le Canada se précise, et un retour de Trump qui devrait favoriser la croissance des actions. Aujourd'hui, on aura le PCE Index, Personal Consumption Expenditures, qui est extrêmement regardé par la Fed, donc on jettera un œil sur les coups de 16 heures. Maintenant, normalement, en général, on suit plutôt pas mal le CPI, surtout en ce moment, donc du coup, c'est un peu une non-news, on verra s'il y a une surprise de ce côté-là. On va sur le reste des news, et ce sera un petit sujet rapide sur MicroStrategy. Il faut comprendre que MicroStrategy, d'une certaine manière, en ce moment, il y a un très bon premium sur l'action. C'est-à-dire que vous allez bloquer de l'argent, puisqu'en fait, MicroStrategy édite des convertible bonds. C'est-à-dire que ce sont des bons convertibles en actions, la plupart du temps, ou en cash. Donc du coup, si l'action continue à monter, ils ont une échéance, bien sûr. Donc il y a un premium en ce moment, c'est-à-dire que au moment où l'action vous sera donnée, si vous aviez par exemple, excusez-moi, si vous avez par exemple acheté des bonds, des bons convertibles chez MicroStrategy,
vous empocherez un premium au moment où l'action vous sera effectivement donnée, puisque là, vous pourrez revendre l'action et l'action aura plus monté que Bitcoin, d'accord ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce premium marche dans les deux sens. Ici, vous le voyez, Bitcoin est en rouge, là, a fait moins 9%. Eh bien, MicroStrategy fait moins 37%. On considère que sur les holdings de Bitcoin, le premium est à peu près de 300% en fonction de ce que détient réellement MicroStrategy en Bitcoin. Pour le coup, si je vous montre une autre charte, donc vous comprenez que là, la descente au niveau de MicroStrategy, elle a été x4 par rapport à ce que Bitcoin a donné. Et la montée a été x3, d'accord ? Donc il y a un premium qui vient s'ajuster en fonction tout simplement du prix du Bitcoin. On voit d'ailleurs que depuis 2020, moment où Michael Saylor décide d'investir une très grosse partie de la trésorerie de BTC, alors oui, ça devait être par ici, oui, autour des 10 000, il a commencé. Une très grosse partie de ces bitcoins en trésorerie de MicroStrategy, qui est une firme qui fait des logiciels, je le rappelle, et bien la charte tout simplement de MicroStrategy est complètement corrélée au bitcoin. Donc c'est normal que MicroStrategy se prenne des grosses baffes quand Bitcoin se prenne des plus grosses baffes que Bitcoin, on va dire, quand Bitcoin s'en prend une également. Donc, comme j'expliquais, il y a un premium qui effectivement se met en place, qui donne des trades excessivement intéressants pour certains, puisque, encore une fois, moyennant l'idée que vous bloquez votre argent quand même pendant un certain petit moment, vous avez finalement des droits sur du Bitcoin, puisque l'action fluctue en même temps que Bitcoin, et elle fluctue globalement plus vite. Si on regarde le ratio MicroStrategy sur BTC, pour le coup, Saylor n'a pas acheté le dip, vous le comprenez, et n'a pas vendu, il n'a pas vendu d'ailleurs, mais là, pour le coup, on a une surperformance de l'action de plutôt 900% par rapport à BTC. MicroStrategy c'est apprécié plus vite, d'accord ? Bon, c'est pas le dip ultime, etc. Et comme je vous l'explique, le premium, il est plutôt de 300% par rapport à ce que détient réellement MicroStrategy en bénéfice. On a vu Bitcoin... On a vu MicroStrategy acheter énormément de Bitcoin sur la zone des 98 000, par exemple. Un tiers de ces Bitcoins, il faut bien comprendre que du coup, c'est pour ça que l'action fait moins 35, c'est parce qu'il a énormément acheté dernièrement. Et c'est ce que je disais un petit peu sur ma vidéo d'hier, c'est que c'est un peu un enfant, Saylor, c'est-à-dire qu'en gros, dès qu'il a l'argent, il achète du Bitcoin, il n'y a aucun risk management là-dedans. C'est pas tout à fait un problème en soi, puisque c'est un très bon vecteur d'investissement. Maintenant, il y a peut-être un moment où il faudra mettre un petit peu ces personnes, peut-être potentiellement, sous l'eau. Encore une fois, tout ce qui a été acheté à 98 a une échéance qui doit être, j'ai pas les chiffres, mais qui doit être autour de, je dirais 2027, 2028. Donc pour le moment, ces gens-là ne peuvent pas sortir. Ils sont bloqués sur un premium. Le mécanisme s'apparente énormément à ce qu'avait fait Grayscale dans le temps, ce qui avait plus ou moins donné du fuel quand même au rallye qu'avait eu BTC en 2020-2021, et il y avait eu ici une sorte de trade qui s'était mis en place de j'achète du Grayscale, donc pour le coup je paye un premium, je paye un petit peu plus cher, et en même temps en face je short BTC. C'est un petit peu ce qui se passe en ce moment sur MicroStrategy, puisqu'on se dit le premium va peut-être s'apprécier, et en même temps on short BTC pour hedger tout simplement la stratégie. Donc voilà, encore une fois, c'est pas un mauvais mécanisme, mais vous comprenez que 100 000 BTC qui ont été acquis, donc un tiers des BTC en possession pour MicroStrategy, ont été acquis actuellement avec un premium, et ce premium est totalement en train de s'effacer, et c'est logique, sur les 100 000 BTC, puisqu'on parle d'un tiers des BTC qu'a MicroStrategy. Globalement, MicroStrategy a un prix d'achat global qui se situe désormais autour des 55 000. On était plutôt à 32 000 avant que Saylor fasse ses gros achats autour des 97-98. Donc voilà un peu l'idée. Il y a un vrai yield d'une bonne trentaine de pourcents qui est intéressant à prendre sur MicroStrategy. C'est ce que font les institutions probablement. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est que ça enlève du fuel sur les ETF spot, dont je dirais le mécanisme de hausse est déjà un peu plus vertueux, parce que ça oblige vraiment à acheter du BTC au spot. Mais l'avantage de MicroStrategy, c'est qu'on sait que d'une certaine manière, ça sera un des derniers mecs à vendre au monde. C'est-à-dire qu'en tout cas, il est, encore une fois, c'est plus ou moins quelqu'un qui a un comportement d'enfant. Soit c'est le trade du siècle, soit c'est tout simplement une FOMO totale. Quelqu'un qui est dans une FOMO totale, il faudra peut-être le mettre sous l'eau à un moment donné.
Le mettre sous l'eau voudrait dire que c'est son action qui plonge, il n'est pas nécessairement obligé de vendre des bitcoins. Maintenant, si son action plonge, bon, ça peut provoquer des risques de trésorerie pour l'entreprise directement, et du coup, il peut se retrouver éventuellement à se dire, bon, ben, on va lâcher un petit peu de BTC. Je pense pas que ça soit le cas, sincèrement, vu le personnage. Et je pense que les actionnaires, vu le premium, sont prêts à accepter une certaine dilution. C'est-à-dire que quand les bons vont être convertibles tout simplement en actions, certains vont empocher des actions, une partie des actionnaires va être diluée, mais son droit sur les bitcoins que possède l'entreprise aura augmenté puisqu'il a acheté plus de bitcoins, d'accord? Donc voilà un peu le mécanisme. Je dirais attention en partie, on surveille un peu ces choses-là. Maintenant, on avait vu Grayscale avoir un discount pour le coup, donc ils ont été en premium pendant très longtemps, ils ont été très longtemps en discount. Pour le coup, Grayscale avait vendu 1000 BTC à peu près par mois pour maintenir l'entreprise à flot, tout simplement, et ça s'était plutôt bien passé. Est-ce que Saylor va devoir faire ce genre de choses? Bon, comprenez qu'il est actuellement autour des 380 000 BTC. Ça commence à représenter pas mal de choses. Si on estime qu'il y a 19 000 BTC en circulation, 19 millions, pardon, avec ceux qui ont été perdus, hein, on va dire et ceux de Nakamoto, 19 millions, bon, vous voyez qu'on est quand même sur à peu près un 38e de la supply, hein, presque un 40e de la supply, donc c'est relativement énorme. On surveillera ça de près. J'irai chercher de manière plus détaillée les échéances des bonds, etc., histoire qu'on ait un petit peu une idée. Je ferai probablement un sujet un peu plus détaillé là-dessus. En ce qui concerne les retail, hier on était 54e au niveau de comment est placé Coinbase dans le classement de l'App Store, et là on est 68e, donc légère dégringolade. On va regarder maintenant le sentiment, donc les liquidations, vous comprenez, on a fait le technique, on vient de faire le fondamental, quelles sont les news sur Bitcoin, et désormais on va voir un petit peu quel est le sentiment, où est la liquidité. 406 millions de liquidés sur la journée d'hier, à peine 160 sur Bitcoin plus Ethereum, généralement on est plutôt à la moitié, ça veut dire qu'on a bien liquidé sur les alts, mais on n'est pas très loin de la moitié, 160 pour 200. On a liquidé plutôt du long, vous le voyez sur la charte, bien évidemment, c'est normal vu l'action de prix. Le carnet d'ordre au spot, bon bah on a toujours un petit peu des ordres à la vente, mais je trouve que ça diminue sur les 100 000. Maintenant on va voir hein, ici si ça se met en place ou pas. Très légèrement des ordres à la vente ici en dessous, mais c'est pas foufou. Vous voyez qu'on vient à peine taper des ordres. On n'avait vraiment pas grand-chose hein, pour le coup sur la descente. Peut-être des ordres qui commencent sous les 90 000 qui commencent à se manifester. Marché en levier, on est parfaitement venu toucher ce niveau-là. Qu'est-ce que je vous ai dit hier? Je vous ai dit tout simplement que pour moi, c'est peut-être cet excès d'open interest ici qu'il fallait venir nettoyer au niveau des longueurs. On s'en est rapproché, hein, on a pris 400 millions, on n'y est pas encore. C'est pour ça que j'opterais bien pour éventuellement un petit dip supplémentaire, voilà, plutôt sous la zone juste en dessous des 90. Bon, pour le moment, le prix semble se reprendre, mais on n'a rien cassé. Vous comprenez ici qu'on est en 4 heures toujours dans une tendance baissière, donc attention si vous êtes en trade. Ce que je vois et qui est plutôt cool, excusez-moi, qui est plutôt cool, c'est que en l'occurrence, le sentiment a un peu shifté, il s'est un peu modifié, puisque vous voyez qu'ici, depuis ce point-là, j'ai un prix qui augmente et un funding qui descend. C'est-à-dire que le marché est passé assez fortement short. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'on a du monde au-dessus de la structure qui est en train de shorter. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose, si ce sont des retails, bien évidemment. Sur la une semaine, alors sur la 6 jours, on n'a plus que du short, on est bien nettoyé. Si jamais je regarde la 6 jours et que j'essaye de comprendre jusqu'où pourrait aller ce rebond, la zone, et là pour le coup, on retournerait la structure des 97, est intéressante. On retournerait la 4 heures, j'entends. Pas la DI, enfin voilà. Et sur la liquidité une semaine, on est bien nettoyé. On n'est pas allé jusqu'à passer sous 90, encore une fois. On s'est arrêté un petit peu juste avant. Mais on est bien nettoyé. J'ai pas beaucoup de liquidité intermédiaire ici qui peut faire la jonction. Et on voit qu'effectivement 97 est intéressant pour un point de rebond. Bien sûr, si on se reprend totalement, encore une fois, on n'aura pas cette entrée sous 90, qui n'est pas un drame du tout. Et on viendra chercher plutôt les 100 000, ce qu'on va faire avec des reliquats de position qu'on tient depuis désormais un certain moment. En intraday, le niveau 15 minutes était intéressant à prendre, mais ça j'en ai déjà parlé.
Pas énormément de longueur sur ETH non plus. On a bien pris la liquidité sur 6 jours. Par contre, ETH, quand on regarde plutôt la semaine, on n'est pas venu chercher la zone ici des 3250. On est peut-être en train de faire la jonction pour revenir à 3005. On pourrait laisser ces gens-là gagner, mais ça serait relativement étonnant. En tout cas, du moins, je trouve. Il y a de la belle demande sur les ETF, en tout cas par rapport à la supply d'Ethereum, etc. Donc pour le moment, laissons-le faire son job. C'est-à-dire plutôt bien se maintenir par rapport à Bitcoin et pousser vers le haut, puisque c'est la tendance depuis désormais 5 ou 6 jours. On revient sur BTC, on fait la conclusion de cette vidéo. J'espère pas trop avoir oublié de choses. Ben, en soi, comme on l'a dit, il y a un intérêt soit à repousser sur la zone déjà actuelle, soit un intérêt à venir éventuellement chercher 97. Donc plutôt ce niveau-là. D'accord, on va le mettre. On est en 1 heure, ouais, c'est pas mal. Quelque part par là, il y a quelque chose d'intéressant éventuellement à venir taper. Vous comprenez qu'on aurait du coup une structure de retournement. C'est-à-dire que si on fait ça, on retourne plus ou moins les choses. Maintenant, depuis que j'ai fait ce plus haut là, si je respecte la structure 4 heures encore une fois, c'est-à-dire, vous la voyez, elle est là. Ouais, voilà, on regarde en 1 heure, mais on va considérer que c'est la 4 heures. J'ai ma structure de retournement là, certes. Est-ce que c'est pas une structure de retournement 1 heure? Et est-ce que depuis ce plus haut là, j'ai fait un plus bas? Oui, mais on avait une accélération de momentum. Donc pourquoi pas remonter à 97 et éventuellement redégager et revenir passer sous 90? Je trouve que ça aurait du sens. Ce qu'on va surveiller dans ce cadre-là, c'est des endroits où éventuellement on peut avoir à la fois un niveau et une trend. Là, vous voyez que celle-ci n'est pas très bien placée. Fin novembre, ça me paraît long. 97,3 pour les jours prochains, pourquoi pas. Maintenant, il va d'abord falloir passer et s'affranchir de certains niveaux, notamment celui-ci qui devrait quand même très légèrement, enfin, il est en tout cas repoussé par 2 fois pour l'instant, c'est pas énorme non plus. Donc on va se placer ce 1 heure là également, légèrement en dessous. Donc à savoir les niveaux actuels, et puis on en a un qui est plutôt joli, légèrement au-dessus, 95, 94,9. À passer aussi, et qui devrait probablement provoquer une petite réaction si jamais on y va. Donc voilà, niveau de short peut-être intéressant sur cette zone. Quelque part au-dessus de 94, pas mal de liquidité, on l'a dit, à 97. Donc attention, c'est pareil, ça doit être potentiellement une position que soit qui soit très serré en entrée, c'est-à-dire vous donnez la largitude, la largesse de vous dire qu'est-ce que peut faire le prix en moins d'1 heure ici, si jamais ce niveau 1 heure tient, qu'est-ce que peut faire le prix. Ou alors je vais devoir la défendre en plusieurs fois si vous êtes sur un levier plus important, c'est-à-dire commencer avec une position, je dirais une connerie, mais à 1 BTC leveragé, c'est-à-dire, je prends un exemple, hein, là vraiment c'est, globalement il faudrait calculer, hein, mais sur un levier par exemple 50, quand j'entends 1 BTC, c'est, vous voyez, hein, vous faites comme vous voulez, un BTC ou moins, et ici redéfendre à nouveau avec un BTC, et là vous allez être obligé d'envoyer 2 BTC, d'accord? Vous comprenez que ça doit être exponentiel. Si vous voulez défendre un prix de liquidation, il va falloir doubler la position à chaque fois. Une stratégie qui fonctionne plutôt pas mal, c'est je défends ma position ici, et puis ensuite, dès qu'on a fait une forme de baisse, je peux redérisquer à nouveau un BTC, et potentiellement juste défendre avec un seul. C'est un petit peu compliqué, enfin j'espère que vous avez compris l'idée, mais en soi, voilà. La possibilité d'aller à 100 000 et de retourner la structure ici est tout à fait probable, d'accord? Le niveau 15 minutes ici, il a bien tenu. On a nettoyé une partie de la structure, hein, plus ou moins tout ce qui s'était positionné là-dessus en longue, d'accord? Donc là-dessus, aucun problème. Voilà, on a ici une potentielle jolie structure de retournement. Néanmoins, scénario privilégié en ce qui me concerne, eh bien je dirais qu'on corrige à partir de là, c'est-à-dire qu'on garde un peu cette espèce de structure ici en descente, qu'on vient de chercher sous 90, quelque chose comme ça, une sorte d'élargissement là comme ceci, et puis que là on se reprenne éventuellement. Alors j'ai un biais parce que ça serait éventuellement le trade que j'aimerais bien passer. Je trouve ici que c'est assez propre. Enfin, c'est assez propre, non.
La zone de rebond reste assez propre sur ce niveau 15 minutes. Encore une fois, ça on l'a déjà dit en début de vidéo, mais c'est pas très propre, au contraire, en ce qui concerne, voilà, le fait de voir une structure un peu là-dedans. Vous comprenez que là, on avait quelque chose qui pouvait ressembler à un élargissement ou une zigzag. Ici, si on était remonté là et qu'on avait fait une rotation partielle, par exemple, ou qu'on était venu chercher le bas, ça serait un très joli élargissement. Là, on dévie un petit peu trop dans tous les sens pour que, à mon sens, ça reste propre. Donc on va attendre les développements. Ici, on voit aussi que un point pivot a été pris. Quand j'entends un point pivot, c'est qu'on a couché, ça j'en ai parlé en début de vidéo, deux accus. On en a une troisième qui est par ici. Si on arrive à la péter, deux distributions, pardon, si on arrive à la péter, bah, des jolies chances de revenir au-dessus de 95. Mon scénario privilégié, personnellement, ça serait que ce rebond-là, celui de 90 à 93, est peut-être potentiellement en train de se terminer, qu'on trouvera une fin soit ici, soit là. Allez, on va donner une largesse de entre 93 et 95, et que ensuite, on viendra chercher des niveaux peut-être moins glorieux. Maintenant, encore une fois, il y a potentiellement un biais sur ce trade, sur mon trade que j'aimerais bien avoir. Donc du coup, en soi, je vous invite à faire votre propre analyse. Et la une semaine en liquidité est très bien nettoyée hein, là-dedans. Donc il est dans ce cadre relativement possible et imaginable qu'on vienne nettoyer le haut de la One Week. D'accord? C'est-à-dire que vous l'avez compris quand je vous ai montré sur iBlock. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur iBlock. C'est Black Friday en ce moment. Hein, je crois que ça continue. Et donc du coup, vous aurez des super prix. Alors, c'est le genre de choses... il faut que vous tradiez quand même vraiment souvent pour que ça devienne intéressant. Je crois qu'iBlock, il me semble que c'est 70 € par mois, quelque chose comme ça. Donc il faut quand même trader un minimum. On le voit ici sur la 3 mois, on est venu chercher une zone de valeur, ici à peu près dans les 90. On en a une autre autour des 88. Si jamais vraiment on devait flush littéralement toute la valeur, intermédiaire, hein, j'entends tout ce qui se passe là-dedans, ça serait plutôt 82, 83. Donc voilà, attention à vos entrées. Défendez pas trop tôt, pas trop fort. N'ouvrez pas de trop grosses positions. Enfin, en tout cas, à mon sens, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et puis, tout devrait bien se passer. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Voilà, plutôt baissier en ce qui me concerne. Maintenant, on l'avait dit aussi. Et c'est pour ça que je défends pas non plus bec et ongle le scénario baissier. Ici, on avait un point de contrôle à 91 200 désormais, puisqu'il y a un peu de monde qui rentrait là. Donc en soi, il y a une jolie zone de valeur ici qui pourrait contrer, hein, et on le voit peut-être même mieux là. On avait un creux un peu là-dedans qu'on devrait désormais venir combler avec le temps. Et voilà, beaucoup de monde qui n'avait pas pu rentrer finalement, puisque là, vous le comprenez, on a une imbalance qui fait face à une imbalance, c'est-à-dire un Bart Simpson, si vous voulez le voir comme ça. Hein, Bart Simpson, c'est la coupe de Bart. Je monte, je latéralise et ensuite je ravale tout simplement l'imbalance que j'avais laissé sur la route. Et puis ensuite, je viens me balader un petit peu dans cette zone, histoire de combler la valeur qui s'est positionnée ici. Donc pour moi, déjà, la vision des choses qu'on avait, qui était quand même de dire, bon... Au départ, quand on a regardé cette structure, il y a de ça 2 jours, on a dit, bon, il y a quand même des chances d'aller faire un tour sous 95. Elles ne sont pas infimes, ce n'était pas le scénario privilégié, mais on a des belles chances de venir prendre la liquidité sous 95, c'est ce qu'on a fait. Dans la vidéo d'hier, on a dit, putain, on est en train de s'installer sous 95, on a quand même, du coup, des bonnes chances d'aller combler un peu ce vide qui, finalement, se trouve avec un point de contrôle. Point de contrôle, c'est là où il y a, dans une structure, il y a eu le plus de business qui se trouve autour des 91,6. Donc pour l'instant, c'est chose faite. J'ai envie de dire que ce rebond, à la fois sur un 15 minutes autour des 91,5 plus, voilà, pourrait très bien venir être notre zone de retournement. Personnellement, je vise un peu plus bas, mais encore une fois, ça n'engage que moi. Et encore une fois... il y aurait du sens à rebondir déjà sur les endroits sur lesquels on est déjà, puisque c'est déjà des endroits où le prix a été assez fortement longué. Le fait d'avoir beaucoup de volume dans cette zone, ça veut dire que j'ai des gars qui ont longué, donc qui pourraient ici venir défendre leur position et où... Enfin, ils ont le pognon, puisqu'il y a du volume, d'accord, et où réenclencher, c'est-à-dire que là, j'ai pris du profit et je rentre strictement au même endroit. Et deuxième, on va dire, psychologie de tout ça, c'est que les gars qui ont shorté et qui ont essayé de défendre éventuellement leur position
soit on pris du profit déjà et on distribuait sur cette zone-là, et là donc du coup on se retrouve à BE et donc à break-even, et donc du coup ils sortent, soit tout simplement se sont fait peur s'ils n'ont pas pris profit, et du coup ils viennent à sortir sur ces zones-là, c'est-à-dire que mon trade revient à zéro, j'ai placé mon SL à break-even, et donc du coup c'est une zone, quand il y a du volume, on ne sait pas si c'est du volume vendeur ou acheteur, mais vous comprenez ici que quand il y a du volume, un point de contrôle signifie déjà énormément de choses, à savoir un endroit où le prix peut éventuellement rebondir si on le perd. En revanche, je dirais que si on le perd, ça va, on peut aller un peu plus bas encore une fois, et c'est mon avis. Cela dit, si on perd totalement cette zone-là, ça veut dire abdication tout simplement des acheteurs. Au bout d'un moment, ils acceptent plus ou moins leurs pertes, ils coupent leurs pertes, ils acceptent leur liquidation. Les vendeurs ont gagné et on va faire un tour dans la zone de profil inférieure. Zone de profil inférieure ici qui se trouve globalement entre 76 et 85, d'accord, dans cette zone-là. C'est ce qu'on avait beaucoup regardé hier, mais du coup, je refais un petit peu de détails là-dedans. Il faut bien comprendre également, et pour le coup ça sera la fin de cette vidéo, ça sera la conclusion, que le funding reste dans des zones correctes, 0,02, mais que l'open interest reste excessivement élevé. C'est-à-dire qu'on a énormément de monde sur les leviers. Ce qui n'est pas un problème, ça souligne de l'intérêt de la part du marché, mais ce qui veut dire également, en ayant du funding dans des zones neutres et en ayant énormément d'open interest, eh bien on a quand même du short au-dessus de la structure, d'accord? C'est des choses qu'il faut bien comprendre. On reste en zone à peu près neutre. Certes, on est en funding vert, c'est-à-dire qu'on est plus longué que shorté, mais le cas échéant, on reste quand même sur des zones assez neutres. On n'est pas sur des zones un peu plus péchues, comme ça pouvait être le cas par exemple ici, mais vous voyez qu'ici, juste avec cette toute petite zone ici, ça a très bien nettoyé. Voilà, on reste sur des choses relativement neutres. 0,01, 0,02, ça reste quand même à peu près neutre, et ça veut dire qu'on a quand même du short au-dessus de la structure. Donc voilà, au niveau de la liquidité, voilà un peu mon analyse. J'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, mettez un like si le contenu vous plaît. C'est ça qui porte un petit peu la chaîne. Et j'ai envie de dire que c'est agréable de voir quand même le nombre d'abonnés, etc. augmenter. Donc allez titiller les algos pour éventuellement que ça soit le cas. Même si je ne fais pas ça pour ça. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet éventuellement de converser de choses et d'autres. En l'occurrence, la question du jour sera sur... Mac ou PC, je l'ai déjà faite. Je pense même plusieurs fois. On dit demain. Allez, ben on va poser pour le coup une question sur Bitcoin. On est à 94 pour le coup, parce que de temps en temps j'en fais quand même. On est à 94. Pour vous, est-ce qu'on prend 100 000 en premier ou est-ce qu'on vient faire un petit tour sous les 90? Mettez-moi la réponse en commentaire. On est actuellement à peu près au milieu. La structure est escalée. Et donc du coup, voilà, dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce qu'on prend 100 000 en premier ou est-ce qu'on va faire un petit tour sous 90? En soi, et encore une fois, ce qui est plutôt encourageant là, c'est que j'ai un funding qui baisse et quelque chose qui augmente, donc ça peut donner du jus pour éventuellement aller légèrement au-dessus. Et vous voyez que sur cet excès d'open interest de 20 milliards à 24 milliards globalement, on est quand même déjà à 21-23. Donc une partie du job est faite. Je me demande si on n'a pas besoin d'aller faire un tour sur la borne basse, ici les 19 ou quelque chose comme ça. Pour le moment, ça augmente, c'est bien. Il y a d'ailleurs une sorte de trend, vous le voyez ici. Hein. Je trouve que c'est intéressant. Hop. Voilà, on va se garder ça un peu sous les yeux. En tout cas, il fallait nettoyer un petit peu ce marché et c'est plutôt une bonne chose. Je vous laisse là-dessus, on se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao.